Pour démarrer l'année, plutôt que d'entendre pour une énième fois quelqu'un vous dire comment tenir vos bonnes résolutions, on va voir ensemble comment les habitudes se forment et surtout comment casser les mauvaises habitudes. Et cela grâce aux neurosciences. Bienvenue sur La vie en 2.0. Je suis le docteur Cyril Pernet, neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Aujourd'hui, on s'intéresse aux mauvaises habitudes. On va ensemble comprendre pourquoi le soir on est si nombreux à rester devant nos écrans et grignoter n'importe quoi. Je vais aussi vous partager des astuces pratiques que j'ai aussi mises en place. Du matin jusqu'au soir, on fait ce qu'on a à faire. Soit on va à la fac, au boulot, du sport, on s'occupe des enfants, etc. Et quand on se pose enfin après le dîner, c'est la cata. Au lieu d'aller se coucher tôt pour récupérer, on regarde des vidéos, des séries, on reste sur Insta jusque bien trop tard. Et souvent, avec ça, on mange des aliments gras et ou du sucre, alors qu'on sait tous que c'est pas bon pour notre santé et certainement pas pour notre ligne. Ce que les neurosciences nous disent, c'est que notre cerveau, et en particulier le cortex préfrontal, est fatigué, le stress de la journée s'accumule, et les circuits des habitudes prennent le dessus. Les explications et les astuces que je vais présenter s'appuient sur le modèle dual, où l'on décrit nos comportements comme guidés d'un côté par nos buts et de l'autre par des signaux, des indices. Si vous voulez plonger dans les neurosciences des habitudes, je recommande une revue publiée en 2025 par Buabang et al. Dans Trends in Cognitive Sciences, un papier exceptionnel qui m'a inspiré ce podcast et sur lequel je m'appuie pour me sortir de mes mauvaises habitudes et, comme indiqué, surtout le soir, je suis comme tout le monde. Alors reprenons. Il y a deux systèmes. Il y a un système qui repose sur le cortex préfrontal et celui de l'approche. L'approche vers des résultats désirés, c'est l'approche vers nos buts. Celui qui va nous faire choisir de tourner à droite vers la salle de sport en rentrant du travail plutôt qu'à gauche vers la maison. Et il y a le système des habitudes, qui s'ancre surtout sur le striatum dorsal, qui est celui qui nous fait rentrer directement à la maison sans réfléchir, même si au départ on avait l'intention d'aller au sport. Parce que quand on est fatigué ou stressé, on passe en mode automatique. Alors qu'est-ce qui guide nos habitudes? Les habitudes, c'est-à-dire des comportements automatiques, ils sont exprimés dès que la force du système qui répond aux événements est plus forte que le système guidé par nos buts. En gros, c'est une compétition dans notre cerveau. Si on veut casser nos mauvaises habitudes, il faut donc soit diminuer l'exposition aux événements qui conduisent à ces habitudes, ou soit augmenter l'engagement vers nos buts. Et typiquement, les conseils qu'on vous donne, c'est comment augmenter vos engagements vers le but. Et moi, je vous conseille de faire surtout l'opposé, de diminuer les indices qui vous entraînent vers des comportements qu'on veut diminuer, voire enlever. Les réponses automatiques apprises, elles s'expliquent par ce qu'on appelle le conditionnement. Il y a deux types de conditionnement. Alors, il y a le conditionnement pavlovien ou classique, qui est décrit comme un stimulus neutre qui devient un signal qui déclenche une réponse. Par exemple, au départ, on regarde des vidéos le soir parce que ça procure simplement un moment de plaisir et de détente. Mais avec le temps, le cerveau associe ce moment avec un autre comportement apaisant, le grignotage. Résultat, dès que maintenant on ouvre une vidéo, on a aussi envie de manger. Il y a une association, un conditionnement qui s'est créé entre un stimulus neutre, une vidéo, et une réponse qui est maintenant le grignotage. L'autre type de conditionnement, c'est le conditionnement opérant, décrit par Skinner. Lui explique comment nos comportements sont renforcés ou affaiblis en fonction de leurs conséquences. Donc si on mange ou on scrolle, ça permet de décompresser, de relâcher du stress à la fin de la journée. Et cette sensation de soulagement devient en elle-même une récompense. Et du coup, le cerveau apprend à reproduire le comportement. Au fil du temps, ces deux formes d'apprentissage se combinent. Le signal vidéo déclenche le grignotage, donc c'est le pavlovien, et aussi le soulagement ressenti renforce la boucle. Donc c'est le renforcement skinnerien. Et ainsi, une habitude de soir devient automatique sans décision consciente. Le conditionnement pavlovien et le conditionnement opérant ne passent pas par les mêmes circuits. Le premier, plus émotionnel, implique surtout l'amygdale et le striatum ventral,
c'est le cerveau qui anticipe la détente avant même de commencer à manger. Et le second, plus comportemental, fait intervenir le striatum dorsal et les circuits moteurs. C'est le cerveau qui apprend à agir, à manger, à scroller, pour obtenir sa récompense. Et au début, le cortex préfrontal pilote tout ça consciemment, mais à force de répétition, ça laisse la main à ces circuits automatiques des ganglions de la base. En réalité, les deux formes d'apprentissage se superposent et s'influencent, et tous les deux sont sous l'influence d'une molécule que vous connaissez, c'est la dopamine. Et c'est ce croisement qui rend les habitudes du soir si fortes. D'un côté, un signal pavlovien, vidéo, détente, qui déclenche la réponse opérante, le grignotage, consolidé par la récompense dopaminergique. Alors, comment casser cette réponse aux événements? Un point essentiel à retenir des travaux sur le conditionnement, c'est tout ce qui correspond à l'extinction. C'est-à-dire comment est-ce qu'on éteint une réponse comportementale comme celle-là. Et en fait, se retenir de répondre ne va jamais effacer l'association. Donc se dire simplement ce soir je m'assois dans le canapé mais je vais pas manger, ben ça va pas marcher. Donc simplement ce qu'il faut faire, c'est arrêter de vous faire du mal pour n'importe quoi et d'essayer à tout prix de se contrôler. Pire, vous allez maintenant associer le canapé avec un sentiment de manque. Et donc la prochaine fois vous craquerez, ce sera encore pire. Ce qui marche vraiment, c'est de changer de contexte. Donc si par exemple, chaque soir, vous vous installez toujours au même endroit pour regarder des vidéos et grignoter, ben, votre cerveau associe aussi cet endroit avec la détente et la nourriture. Alors dès ce soir, simplement cassez ce lien, asseyez-vous quelque part d'autre. Prenez une chaise ou installez-vous par terre. Deuxième levier, c'est de rendre les choses difficiles. Votre cerveau adore la facilité. Le but, c'est de lui mettre un peu de friction. Le plus simple, c'est de ne pas avoir les choses à grignoter à la maison. Mais bon, soyons réalistes, si vous avez des enfants, il y aura toujours des paquets de chips et des tablettes de chocolat quelque part. Donc un truc tout bête, c'est de changer leur place. Pas à portée de main, pas sur le plan de travail. Donc là, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire une pause sur le podcast et vous allez chercher tous ces trucs-là et vous les changez de place. Vous réorganisez vos placards. Vous mettez les chips, le chocolat, les biscuits tout en haut ou tout en bas. Là où c'est le plus incommode possible. Sinon, mettez une note dans votre téléphone et faites-le en rentrant chez vous ce soir. C'est tout bête, mais ça marche. Ça marche parce qu'une habitude, c'est aussi ça. C'est un compromis entre ce qui est facile et ce qui est accessible. Et si vous rendez la mauvaise habitude un peu moins facile, votre cerveau choisira souvent de rien faire. Et ça, c'est déjà une victoire. Troisième conseil, c'est de créer une compétition entre les habitudes. Vous pouvez créer une compétition avec une intention comportementale. C'est tout simple, il suffit de formuler une phrase du type « si situation X, alors comportement Y ». Par exemple, « si mon application s'éteint, alors je me lève et je vais me brosser les dents ». Ce type d'intention paraît simple, mais formulé explicitement, ça marche, comme le démontrent plusieurs méta-analyses, par exemple Sheeran en 2024. Surtout, il faut que vous décidiez sur une alternative à faire. C'est parce que d'autres travaux, ceux par exemple de Adrian C, ont montré que de formuler une intention du type si X, alors je ne fais pas Y, ça ne marche pas du tout. Et même l'inverse, comme je vous ai présenté il y a quelques instants. Donc réfléchissez à ce que vous allez faire quand vous êtes dans une situation donnée. Par exemple, ce soir, si je m'installe dans le sofa, alors X. Vous allez faire quelque chose. Moi, pour m'aider, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une petite application qui s'appelle Screen Time, qui limite mon temps sur certains sites. Donc, par exemple, il va limiter mon temps sur YouTube, sur Blue Sky. Donc, dès que la page se ferme, je ne réfléchis pas, je me lève, direction la salle de bain, je vais me brosser les dents. Et ce geste-là, le brossage des dents, comme il est déjà connecté avec d'autres habitudes positives, donc automatiques, je rentre dans une autre boucle, beaucoup plus bénéfique pour moi. Et surtout, il n'y a aucune décision à prendre. Et ça tombe bien parce qu'en fait, le soir, je suis assez fatigué et le cerveau a plus d'énergie pour décider. Et ça nous amène à discuter le deuxième système, le système d'orientation vers vos buts. Donc le soir, on est fatigué, donc on ne parle pas forcément de fatigue physique, mais aussi de fatigue décisionnelle. C'est-à-dire on prend des décisions et c'est sous le contrôle du cortex préfrontal,
orbitofrontal, frontal médian, dorsolatéral, etc. Alors, avant de discuter un peu de comment améliorer l'orientation vers le but, les preuves du contrôle exercé par ces régions se retrouvent dans des études neuropsychologiques de patients avec des lésions cérébrales. Ce sont des cas très intéressants. Par exemple, un cas très célèbre, c'est celui de Phineas Gage, qui était contremaître des chemins de fer et qui s'est pris une barre de fer qui lui a traversé le crâne, qui a détruit une partie de son cortex ventromédian, et alors qu'il est resté intelligent, mais sa personnalité avait changé. Il était devenu impulsif, colérique et incapable de planifier. Et c'est le premier cas d'une lésion du cortex préfrontal, préfrontal ventromédian, qui montre que ça peut désorganiser la prise de décision. Il y avait un autre patient célèbre, EVR, étudié par Antonio Damasio, qui a un profil similaire, mais avec des décisions catastrophiques dans la vie réelle. Il avait perdu la capacité à relier émotion et raisonnement. Par exemple, dans le laboratoire, il échouait dans une tâche de pareil d'argent, comme les gens qui sont épuisés en fin de journée et quand on n'arrive plus à prendre de décision. Un dernier cas très intéressant aussi pour comprendre le rôle du cortex frontal dans la prise de décision sont des cas décrits par un neurologue français, François Lermite, dans les années 80, où il montre qu'avec des patients avec des lésions frontales médianes et orbitaires, il manifeste un syndrome de dépendance à l'environnement. Par exemple, il leur posait des lunettes devant eux et automatiquement les patients y mettaient les lunettes. On leur pose une seringue sur le bureau, hop, ils tentent de s'injecter. On pose un stylo, même si on leur dit rien, ils vont prendre le stylo et vont commencer à écrire, sans même qu'on leur demande. Et donc, c'est ce qu'on appelle des comportements d'utilisation. Le cerveau, privé de supervision frontale, laisse l'environnement commander les gestes. Et c'est ça qu'on veut arrêter. On veut arrêter d'avoir ces signaux de l'environnement. Quand votre cortex frontal est fatigué, il ne prend plus la main, et donc du coup, on passe en mode automatique. Donc pas besoin de lésion pour être diminué mentalement. Notre capacité à agir selon nos objectifs, à aller vers un résultat voulu, diminue avec la fatigue. Mais ça diminue aussi avec le stress et aussi sous pression temporelle. Ces trois facteurs sollicitent la mémoire de travail, qui est localisée en partie dans le cortex préfrontal, et c'est cette mémoire qui permet de garder à l'esprit ce qu'on veut faire et d'inhiber les distractions. Donc quand la mémoire de travail est saturée, le cortex préfrontal se désengage et le cerveau passe en mode automatique. Donc un bon exemple de ça, et de l'effet de la pression temporelle, c'est par exemple la procrastination. Souvent, vous pouvez observer que quand on a une date limite, et donc on doit avancer, mais on se retrouve sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux. Logique, il est tard, le cerveau est fatigué, on a du stress, on a une contrainte du temps, et les circuits automatiques prennent la main. Pour m'aider à gérer ce moment-là, j'ai aussi une petite astuce. En rentrant par exemple du bureau, je vais prendre de la L-théanine. Donc c'est un complément alimentaire que vous pouvez trouver partout, en pharmacie, sur Amazon, etc. C'est un acide aminé naturel qu'on peut retrouver aussi dans le thé vert et qui est connu pour ses aspects calmants, mais sans somnolence, et ça aide à réduire la tension mentale en favorisant la concentration. Exactement ce qu'on a besoin le soir quand votre cortex frontal commence à décrocher. C'est évidemment pas une baguette magique, mais combiné avec un environnement plus calme et des habitudes mieux structurées, ça aide à reprendre un peu de clarité mentale. Pour terminer, il faut savoir que la motivation et les récompenses ne sont pas seulement des plaisirs à court terme. Elles servent aussi à réactiver votre cortex préfrontal et ça aide à rester cohérent avec nos valeurs. Donc lorsqu'une récompense est bien choisie, et que c'est pas juste un réflexe impulsif, mais bien une récompense consciente et cohérente, elle redonne de l'énergie à votre système frontal. Et ces récompenses, elles n'ont pas besoin d'être très grandes ou matérielles. Elles peuvent être très simples. Si vous vous installez ailleurs que sur votre canapé habituel, vous pouvez transformer ce nouveau lieu en un rituel apaisant, avec une lumière douce et une tasse de tisane. Si vous parvenez à poser votre téléphone sans scroller, vous dites hey, « j'ai bien réussi à faire ça », vous mettez une petite musique douce ou une chanson qui vous fait plaisir. Si vous évitez de grignoter après le dîner, prenez 5 minutes pour respirer, ressentir le fait que vous vous sentez bien de ne pas avoir grignoté. Sur le plan neuroscientifique, c'est fascinant parce que toutes ces petites mini-récompenses, elles activent le striatum ventral qui envoie un signal dopaminergique vers le cortex préfrontal. Résultat,
le contrôle revient, la motivation s'aligne de nouveau avec les intentions. Autrement dit, la récompense relance la décision. Donc à chaque fois que vous vous offrez un plaisir cohérent avec vos objectifs, vous apprenez à votre cerveau, ce choix-là aussi mérite de la dopamine. Et à force de répétition, le cortex préfrontal se renforce, non pas contre vos automatismes, mais avec eux. J'espère que vous appréciez mon contenu et que vous avez trouvé les astuces et les actions à faire dès aujourd'hui utiles. Donc n'oubliez pas, changer de situation, ajouter de la friction et se donner des petites récompenses. En parlant de récompenses, merci d'avance d'aimer la vidéo ou le podcast audio sur votre plateforme. Cela aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Merci aussi de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir l'émission, cela aide au référencement. Ce podcast est produit gratuitement et indépendamment de mes activités de recherche et d'enseignement. Mon objectif est de mettre mon expertise au service de tous pour analyser et synthétiser des informations scientifiquement prouvées afin d'améliorer mon quotidien et le vôtre.